Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on parle auto avec vous l'ami Jean-Luc, bonjour. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, c'est mieux avec un micro allumé, vraiment. On va vous expliquer pourquoi, parce que on est dans un tout nouveau studio qui est réellement magnifique. Et bon, évidemment, il y a une petite période de rodage, voilà. Et en fait, il y a de ça, je viens juste à l'instant de casser un micro. Enfin, il n'est pas tout neuf, hein, je vous rassure. Oui, mais quand même. C'est-à-dire, voilà. Bon, excusez-moi, moi je vais me remettre, mais ça fait partie des choses. Vaut mieux en rigoler de toute façon. Mais c'était quand même impressionnant d'arriver dans ce studio absolument magnifique que vous pouvez voir sur la page Facebook de Sud Radio et puis de commencer à marquer votre territoire, l'ami Jean-Luc. À part ça, comment allez-vous? Tout va bien. Tout va bien. Bon, l'émission va être un peu plus grave. On va beaucoup moins rigoler. Oui, on aura d'abord Maître Rémi Jossaume avec qui on décortiquera bien un cas personnel, celui d'Alexandre, qui a été flashé et qui reçoit un PV alors qu'il n'était pas du tout à cet endroit-là ce jour-là. Et pourtant, ça ressemble beaucoup à sa voiture, la photo. On va décrypter tout ça. Et c'est Laura, sa femme, qui sera avec nous ce matin. Voilà, on va parler aussi. L'essai de il est déjà en prison, Alexandre. L'essai de la semaine. La Fiat 600. La Fiat 600e. Ouais, Fiat excellent. 600e, un petit SUV électrique. Alors, cousin germain ou cousin proche de la voiture de l'année, du Jeep Avenger. Est-ce qu'il est mieux que le Jeep Avenger? Alors, un petit indice, j'aime beaucoup cette Fiat. On sent qu'on va avoir une très bonne note. On va aussi parler du projet de loi pour améliorer la transparence lorsqu'on achète un véhicule électrique sur l'état de la batterie, entre autres. Il y a plein de choses. On veut nous vendre de l'électrique à tout prix. Déjà, on vous donne pas les bonnes informations quand vous achetez le véhicule. On vous dit pas, par exemple, quelle est la capacité utile de la batterie. C'est quand même important. C'est comme si on vous donnait pas la contenance du réservoir de votre voiture. Bon, encore pire, quand vous rechargez votre voiture sur une borne publique, vous rechargez la voiture, vous ne savez pas combien vous allez payer. C'est hallucinant. Je suis d'accord. Vous achetez quelque chose sans connaître le prix. C'est vrai. Donc il faudrait faire un petit peu de ménage là-dedans, et c'est ce qu'ont décidé de faire un groupe de parlementaires. Ils ont ce projet de loi, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Pierre Tête, qui est député de la Loire et qui est co-signataire de la proposition. Et puis, puisqu'on parlait d'électrique, on va y rester côté pneus, puisqu'on va savoir s'il y a des pneus hiver pour les voitures électriques. Exactement, parce que pour la voiture, plus encore que pour un véhicule thermique, le choix d'un pneu pour une voiture électrique, il est primordial. Là, on va bientôt, même si les températures commencent seulement à baisser un petit peu, il faudra bientôt penser aux pneus hiver. Et si vous avez une voiture électrique, et il y en a de plus en plus, quelles sont les possibilités? Les coupes auto-légendes de Montlhéry, où l'on va retrouver le directeur éditorial événementiel de cette édition. On aura peut-être un certain François A qui est sur place aussi. Tout le week-end. Il m'a envoyé un petit message en me disant: je suis sur place, donc si tu as besoin de moi, on le sollicitera juste pour l'ennuyer. Voilà. C'est ça. Et puis on va profiter évidemment aussi de vous. Vous savez que vous êtes les bienvenus et que cette émission est la vôtre au 0826 300 300. Vous nous joignez tout de suite. On a notre ami Jordan qui vous accueille au standard. Dans ces nouveaux studios, c'est génial, on voit tout le monde et ça c'est vraiment hyper agréable. Vous nous rejoignez sur la page Facebook de Sud Radio, vous voyez les belles images. On est beau, l'ami Jean-Luc, on est beau. Moi j'ai le retour sur mon ordinateur, on est pas mal. Tant mieux. On est encore jeune, beau, fringant. Et puis sinon vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr en mettant bien on parle auto. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, merci beaucoup. Et puis on va faire un énorme câlin, un bisou à notre ami Bastien qui est le réalisateur d'On parle auto, mais pas que. Merci aussi d'être avec nous pour cette première dans les nouveaux studios. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et nous allons accueillir tout de suite Laura, la femme d'Alexandre. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Super. Vous appelez d'où, vous? De Tournefeuille. C'est à côté de Tournefeuille, Toulouse. c'est à côté. Oui. À côté de Toulouse. Toulouse. Très bien. Et on va accueillir vous allez tout nous de suite. raconter ce que Alexandre nous a dit, m'a dit cette semaine. Il m'a envoyé un long message et je me suis dit, il n'y a qu'une personne qui pourra donner une réponse un petit peu pertinente à tout ça, c'est Maître Rémi Jossaume. Bonjour Maître Jossaume. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats, et je vais inviter tous les auditeurs à écouter véritablement et très... Oui, parce que c'est pas seulement un cas particulier. On va voir qu'en cas de contestation, il y a des choses à demander. Alors, on vous écoute Laura pour la petite histoire.
Oui, donc alors début septembre, nous avons reçu donc un avis de contravention pour un dépassement de vitesse 96 km pour une vitesse limitée à 90. D'accord. Radar automatique donc. Radar automatique, tout à fait. L'avis précise bien où ça a été pris, donc le radar, le périph' de Toulouse. Donc on a bien vu où c'était, et donc on a tout de suite vu que ce n'était pas notre véhicule, ni moi, ni mon mari, à cette heure-là. Et donc nous avons décidé de contester. D'accord. Alors, pour contester, en fait, on a vu, il y a 3 cas, on a reçu l'amende, donc il y a 3 cas où il faut choisir le cas. Il y avait destruction, usurpation, cession de véhicule. Alors, on ne savait pas du tout ce que c'était. Donc, on n'a pas choisi le cas numéro 1. On n'a pas choisi le cas numéro 2 qui était prêt ou location, puisque c'était pas le cas. On a choisi le cas numéro 3, autre motif. Et donc, on a contesté en ligne, on a demandé la photo. Oui. Alors, la photo est arrivée, elle est très floue, donc on ne peut pas identifier la plaque, on ne voit pas non plus la couleur. Alors, on voit quand même que c'est le même type de voiture que le mien. C'est une Dacia Sandero, c'est ça? Dacia Stepway, oui. Oui, Sandero Stepway. Voilà, on voit ça. Et par contre, on ne voit absolument pas autre chose. Donc là, pour nous, on identifie quand même sur le devant de la voiture le logo Dacia. Alors ce logo, vous savez, récemment il a changé, oui. Il a changé, voilà. Vous avez la dernière version, c'est ça? Voilà, la dernière version, tout à fait. Alors que sur la photo, c'est la version précédente. Oui, on peut deviner que c'est la version précédente. On le devine quand même assez bien parce que les formes sont différentes. Donc on voit le contour de l'ancien logo. À partir de là, donc on a fait la contestation avec la photo sur le site Antaille. Oui. Donc, mon mari a fait aussi des recherches, vous savez, sur les sites de pièces de rechange et sur My Dacia. Il a vu qu'en remplaçant, par exemple, un 0 par un 6, on trouve sur la plaque d'immatriculation, d'accord. Sur la plaque d'immatriculation, voilà, avec un digit changé, on trouve en effet une Dacia Stepway qui existe, voilà. Donc à partir de là, pour nous, c'est pas une usurpation, c'est une erreur de lecture, d'accord. Donc voilà. Vous demandez, alors c'est ce qu'on va demander à Rémi. Rémi, dans des cas comme ça, quand on doit contester, alors on va d'abord s'attacher à ça, quand on conteste un PV pour excès de vitesse, la procédure, c'est quoi? Alors d'abord, on doit consigner, c'est bien ça? Alors Jean-Luc, ça dépend en fait du motif de la contestation. Très très rapidement, vous avez 3 motifs principaux. Le premier, c'est le vol de votre véhicule ou l'usurpation de l'immatriculation de votre véhicule. Dans ces cas-là, vous joignez un dépôt de plainte et vous ne consignez pas. Le deuxième cas, ça ne nous concerne pas là, mais je le dis pour nos auditeurs de manière générale, c'est quand vous identifiez le conducteur, c'est-à-dire que vous n'étiez pas au volant, mais vous avez prêté votre véhicule à une tierce personne qui est d'accord pour assumer l'imputabilité des faits. Là non plus, vous ne consignez pas. Et le troisième cas, c'est le cas que je vais conseiller donc à nos auditeurs, à Laura et à son mari, c'est de contester l'imputabilité des faits. En d'autres termes, il va falloir qu'ils motivent leur contestation en indiquant... Alors moi j'ai vu les clichés que Jean-Luc m'a transmis cette semaine. Je ne sais pas comment les agents qui sont derrière leurs ordinateurs ont pu rattacher la photo à une immatriculation. On ne voit strictement rien. Donc je ne sais pas comment, sinon par déduction ou par, approche un petit peu aléatoire, ils ont mais ça se passe comment, le photo à cette voiture. Rémi, c'est un logiciel qui automatiquement va prendre en photo la plaque d'immatriculation et va rechercher, et ensuite c'est un officier qui valide ou pas l'infraction. Oui, bien sûr, mais on nous a quand même vendu le système en nous expliquant que il y avait derrière une intervention humaine lorsqu'il y avait des erreurs grossières, et
là, en l'occurrence, je dis encore une fois, je ne sais pas comment ils ont pu identifier ce véhicule, tellement la photo est d'une qualité désastreuse. Bon, alors pour revenir au cas, bien, ils vont contester en indiquant que ils nient avoir commis cette infraction dans tous les cas, et que mieux que ça, ils pensent même que c'est une erreur informatique, voire peut-être même humaine, parce que justement, quand l'informatique ne peut pas identifier, on a une intervention humaine où on va avoir l'œil humain qui va tenter de corriger ce que l'ordinateur ne sait pas faire ou ne sait plus faire. Et dans ces cas-là, il y aura certainement un traitement beaucoup plus attentif de contestation, où l'officier du ministère public, donc l'équivalent du procureur pour les contraventions, va regarder plus attentivement le cliché et le procès-verbal, et puis très vraisemblablement, il va pouvoir soit classer l'affaire en estimant oui, il y a un problème, c'est une erreur de retranscription, une erreur d'écriture, une erreur d'appréciation, ou alors il a un doute ou il ne sait pas ou il n'est pas d'accord, et dans ces cas-là, il va, et c'est normal, citer le titulaire de la carte grise, donc le mari de Laura ou Laura elle-même si c'est elle le propriétaire du véhicule, devant le tribunal. Et là, devant le tribunal, le juge va consacrer 10 minutes au dossier et étudier la recevabilité de la contestation de Laura et de son mari. Et effectivement, à ce moment-là, Jean-Luc, pour rebondir sur ce que vous disiez, il faut préalablement consigner le montant de l'amende. C'est désagréable. Donc ça veut dire qu'il faut payer, quoi. Il faut payer. Alors attention, il ne faut pas payer, il faut bien cocher la case je consigne. Ouais. Parce que si vous payez, c'est mort. Formulaires. Jean-Luc, vous avez 3 formulaires. Ouais. Vous avez le formulaire vert, c'est l'avis de contravention. Vous avez le formulaire bleu, c'est la requête en exonération avec un talon détachable où figure le talon de consignation. Donc c'est celui-ci qu'on utilise. Et le 3e, on le met à la poubelle, il est saumonné, c'est la carte de paiement. Donc on ne paye pas avec celui-là, évidemment. Ouais. Et on fait sa contestation en ligne sur le site de l'Entaille. On a juste à joindre sa contestation, joindre le PV, et puis ensuite on va consigner. Et dans ces cas-là, on a la preuve de la contestation, et très vraisemblablement, alors ces dossiers sont quand même rares, il faut rassurer nos auditeurs, ça n'arrive pas tous les jours qu'il y ait des erreurs. Moi j'en ai vu quelques-unes, c'est pas évidemment très très courant. Généralement, il y a un traitement, comme je l'ai dit, en amont qui est fait par les forces de police, mais certains échappent au contrôle, donc il faut se défendre devant le tribunal. Bon, parfait, je crois que c'est très clair. Merci Rémi. On se reparlera abondamment la semaine prochaine puisqu'on va fêter un super anniversaire. C'est les 20 ans des radars automatiques. Ça nous permettra de savoir, tiens, une vraie question. Est-ce qu'ils ont été efficaces en termes de mortalité routière, ces radars automatiques? Vous allez voir que la réponse n'est pas forcément celle qu'on essaye de nous vendre depuis 20 ans. Et puis, puisqu'on parlait d'Entaille à l'instant, j'ai reçu un mail faux. Un mail phishing cette semaine où je reçois, on me demande que j'ai consigné que je dois encore 35 € sur une amende de stationnement. Il s'avère que je me suis fait choper à Paris dans le 6e arrondissement pour un quart d'heure de délai où j'ai payé 75 €. Ça, on en a déjà parlé, c'est une escroquerie parisienne, entre autres. Attention, dans ces cas-là, cliquez sur d'abord, c'est du fake, et pour être sûr que c'est du fake, vous cliquez, tu sais, sur l'adresse mail qui te l'envoie. Tu sais qui c'est qui me l'a envoyé? Non, monsieur@confiture.fr. Ah bon, d'accord. Voilà, donc cliquez bien sur l'adresse mail à chaque fois que vous avez un doute sur un mail. Si ce n'est pas le nom de celui qui vous l'envoie vraiment, impôt.gouv.fr, entaille.fr, orange.fr, vous oubliez, c'est de l'arnaque. Voilà. Oui, et Laurence, juste pour effectivement rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, on a une connaissance commune, un Sylvain R, que vous connaissez, qui est journaliste, qui il y a 3 minutes m'envoie une photo d'écran parce qu'il a reçu le même SMS. Et il faut dire à nos auditeurs, surtout, l'Entaille n'envoie jamais de SMS. Jamais. Voilà. Et attention aux mails. Voilà. Et attention aux mails, vérifiez l'adresse qui vous l'envoie. Bon, super. Comme ça, on a été en plus encore hyper pratico-pratique ce matin. On vous embrasse? À bientôt. Merci, au revoir. Merci Laura, on vous embrasse fort. Merci, au revoir. Bonne journée du côté de Tournefeuille. On va continuer. Nous, dans quelques instants, on va poser une autre question. 0826 300 300, vous n'hésitez pas, rejoignez-nous dès maintenant. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes avec vous, vous le savez, jusqu'à 13h. Vous pouvez nous écrire d'ailleurs, vous avez vu l'ami Jean-Luc encore, tous ces mails que l'on reçoit, je participe @sudradio.fr, vous mettez on parle auto, ça fait plaisir et vous savez pourquoi vous pouvez faire par mail, parce que vous avez peut-être pas le temps ce matin de nous appeler, mais vous voulez quand même prendre le temps de nous parler de votre problème, n'hésitez pas, faites-le par mail sur sudradio.fr, je participe @sudradio.fr, ou alors, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Bonjour Comment ça Mathieu. Tout d'abord, merci pour m'avoir appelé. Donc, comme vous venez de le dire, j'avais envoyé un mail dans la semaine pour avoir des informations sur mon projet et vous m'avez rappelé aujourd'hui. Ben, vous êtes le bienvenu tout le temps, mais nous on essaye de faire le maximum à chaque fois, donc vous n'hésitez pas, faites comme Mathieu. En plus, c'est un chouette projet. Ah, Voilà. on vous écoute Mathieu. Mon projet, ça serait d'avoir une petite voiture plaisir. C'était la voiture qui me faisait un peu rêver quand j'étais adolescent. C'est une 306 cabriolet. Ouais. Et je vous appelle en fait parce que pour avoir des informations, surtout donner côté fiabilité, quelle phase prendre, quelle motorisation, les points à surveiller. Alors, déjà, c'est le moment d'acheter une 306 cabriolet, parce que les prix sont bas. Je sais pas quel est votre budget, mais vous avez vu, on en trouve des très belles pour 5 000 €. Donc, oui, ça peut aller de tous les prix, de quelques milliers d'euros jusqu'à la dizaine. voilà. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous appelais, parce que... Bon, alors il y a des versions qui sont un peu plus cotées. Hein. Il y avait une version Roland Garros qui était sortie, qui est d'ailleurs très jolie, avec un intérieur cuir, avec le moteur 1,8 litre. Bon, ça, on les trouve entre 5 et 10 000. Elle était verte particulière, ce vert foncé. Ça. Mais sinon, c'est un très bon choix, la 306 cabriolet. D'abord, dernier cabriolet Peugeot dessiné par Pininfarina. C'est vrai que c'est une chouette voiture. Bon, l'avant conserve l'avant de la berline, mais tout le de profil et l'arrière, c'est une voiture qui est fort sympathique, qui offre 4 places, et dans le marché des cabriolets, il n'y en a pas beaucoup, qui est fiable. Il y a des moteurs plus fiables que d'autres, on va développer après. Les choses auxquelles il faut être attentif au moment de l'achat, c'est plus des problèmes électriques souvent qu'il y a sur ces voitures-là, mais c'est autrement très plaisant à conduire. Moi, je vous conseille réellement, parce que c'est le moteur le plus costaud, de prendre le 1,8 litre, parce qu'il y a eu 3 motorisations sur le cabriolet 306. Il y a eu le 1,8 litre, il y a eu le 2 litres, et il y a eu ensuite un 1,6 litre 90 chevaux. Alors, le 1,6 litre 90 chevaux, c'est un peu léger, parce que la voiture est quand même assez lourde. Donc, vous allez vous perdez en agrément de conduite. Donc le 1,8 litre, c'est vraiment le bon choix. C'est un moteur indestructible. Vous pouvez faire 200 000 km, même largement plus de 200 000 km. On le voit d'ailleurs, parce que dans les annonces, souvent, les kilométrages, les cabriolets roulent moins. Parce que par définition, ils roulent pas toute l'année. Ils roulent principalement quand il fait beau. Donc s'il y a la moitié du temps où ils sont au garage, au bout de 10 ans, ils auront logiquement moitié moins de kilomètres pratiquement qu'une berline. Mais sur les 306, on voit que les gens roulent beaucoup parce que la voiture est fiable. Et puis, en plus, quand la capote est fermée, c'est étanche, faut le préciser. Parce que... c'est pas le cas de non, mais c'est pas le cas de tous les cabriolets. Hein. C'est étanche, donc c'est confort, c'est relativement silencieux. Bon, c'est pas une capote double épaisseur. Même si mon souvenir est assez lointain, parce que j'ai essayé, c'est là que je me dis, je commence à vieillir vraiment, parce que vous me dites, cette voiture m'a fait rêver quand j'étais jeune. Moi, je me souviens l'avoir essayé pour turbo au moment du lancement. On n'est pas de la même génération. Vous ne vieillissez pas, vous maturez, voilà. Jean-Luc, vous maturez. Mais cela dit, le lancement était du côté de Petra, et c'était magnifique à l'époque. Bon, alors la zone était un petit peu moins tendue que en ce moment, et on avait fait tout un parcours là-bas. C'était vraiment dans le Sinaï, c'était magnifique. Jean-Luc, on a une réaction sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà nombreux à nous retrouver. Philippe qui dit 306 1,8 litre, increvable, je confirme. Voilà. Merci Philippe. Ouais, voilà. Donc, il y aurait une année à privilégier. Il y a eu 3 phases. Alors pas la dernière. Pas la dernière, phase 1 ou phase 2, mais je vous dis, l'impératif, c'est vraiment de prendre le 1,8 litre. Ok. Voilà. Et je peux vous dire, il y avait le réalisateur Turbo à l'époque, quelques années après, avait racheté une 306, et les gens de Peugeot lui avaient dit, surtout, tu prends le 1,8 litre. Voilà, donc je vous donne le conseil que les ingénieurs de Peugeot lui avaient donné à lui. Il devait savoir de quoi il parlait. Eh ben voilà. Et alors, je peux être totalement indiscrète, Mathieu ?
Oui, allez-y. Quelle est votre génération? Je suis de 87. Ah oui, effectivement. Donc oui, j'étais adolescent. Oui, parce que la voiture est sortie en 94. On est un petit peu plus mature que vous, j'avoue, je confirme. Mais non, mais vous vous tromperez pas en achetant ça, hein, vraiment. Ouais. Et c'est le moment parce que les prix sont bas. Vous savez, Mathieu, vous nous prenez une photo, vous craquez, parce qu'il faut craquer dans la vie, parce que des fois ça va trop vite dans l'autre sens. Il faut se faire plaisir, et puis vous nous envoyez une photo sur Je participe. C'est mon premier craquage en voiture. Ah non, pas en voiture. On y va doucement. Non, Mathieu, pas en voiture, pour une voiture. Ah, pour une voiture, oui, c'est ça que je voulais dire. Même si vous avez, je sais pas si vous êtes marié, mais à mon avis, quand votre femme aura conduit la voiture décapotée, elle va vous la piquer tout le temps. Non, mais c'est chouette, ça. Ouais. Très rapidement et très honnêtement, il faut y consacrer un budget de combien à peu près? Non, on a dit 5 000 €. 5 000 on peut trouver une voiture très correcte. On se fait plaisir, Mathieu. Ouais. Enfin, évidemment, si vous le pouvez, hein, mais voilà. Les plaisirs, il faut les prendre quand on a envie de les vivre. Pour les voitures. Je vous embrasse. On va y aller dans ce sens. Je vous remercie beaucoup. Et on veut une photo sur jeparticipe@sudradio.fr. On parle auto dans l'ordre. D'accord? Merci beaucoup. Ciao, merci Mathieu, bonne journée. Allez, on va quitter la cabriolet, on va aller découvrir l'essai de la semaine dans quelques instants, la fameuse Fiat 600e by J.L. Moro. Et juste après, vous restez avec nous parce que on va parler de ce projet de loi pour améliorer la transparence lors de l'achat et la recharge de véhicules électriques. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et si vous avez envie de prendre le volant, vous pourrez aussi le prendre façon virtuelle sur la page YouTube de Sud Radio où vous allez retrouver l'essai complet de l'essai de la semaine. Alors là, c'est une Fiat aujourd'hui. Ça va vous plaire, c'est l'essai, il est dans les vignes en Alsace. Je vous aime. Voilà, oui. Alors, est-ce que cette Fiat 600e est un grand cru? Vous allez attendre quelques minutes pour le savoir. Bon, c'est le grand frère de la Fiat 500. Ça comble surtout un trou gigantesque dans la gamme de Fiat parce que c'est ce qu'on appelle le segment B. Le segment B, c'est 50% des ventes en France. Et Fiat n'avait plus de voitures sur le segment B, complètement dingue. C'est un petit SUV compact qui fait 4,17 m de long, c'est 54 cm de plus que la 500, donc on voit que c'est quand même conséquent. Et surtout, il reprend la bouille sympathique de la 500, c'est les mêmes bases techniques que la voiture de l'année. La voiture de l'année 2023, c'est le Jeep Avenger. Ouais. Et cette version, cette 600e n'est pour l'instant disponible qu'en version 100% électrique. Il y aura un modèle hybride qui arrivera un petit peu plus tard. Alors, la finition de notre modèle d'essai s'appelle Red. Ça n'est pas une référence à sa couleur, même si Fiat a dit on arrête le gris. Okay. Le gris, c'est pas bien pour une voiture italienne, c'est moche. Donc, on aura des coloris chatoyants, mais il n'y a pas de gris. Bon, ça, c'est le modèle d'accès, la Red, mais il est déjà très bien équipé et surtout il a des roues de 16 pouces. Vous savez que j'aime pas les grandes roues. C'est vraiment une petite familiale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 54 cm de plus que la 500. Là, il y a un coffre, 360 litres. Et avec la même plateforme que le Jeep Avenger, la 600e offre plus d'espace aux places arrière. Donc quand je vous dis c'est une petite familiale, c'est tout à fait vrai. C'est la même plateforme technique. Donc on a la même motorisation dernier cri, moteur 156 chevaux, batterie lithium-ion, ce qu'on appelle du NMC 811, vous irez voir sur les vidéos, je vous explique ce que c'est et la différence que ça fait par rapport aux précédentes générations. 51 kWh utile, Fiat annonce plus de 400 km en cycle mixte. Bon, avec la finition Red, le traitement de l'habitacle est similaire à celui de la 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une planche de bord qui est peinte de la teinte de la carrosserie. On a toujours le fameux compteur rond qui est face au conducteur. C'est une instrumentation numérique de 7 pouces. Elle est complétée par un écran multimédia de 10,25 pouces qui est au centre de la planche de bord. Il n'y a pas de navigation sur cette finition. Mais franchement, aujourd'hui, avec les smartphones, ça sert à rien de payer de la navigation quand vous branchez Android Auto ou Apple CarPlay sans fil. Et là, c'est le cas. Ça fonctionne même mieux que les GPS des constructeurs. Bon, Fiat a conservé aussi, Fiat a conservé des boutons physiques pour les raccourcis des commandes de clim. Il y a une pompe à chaleur en série. Je vous ai dit, elle est vraiment bien équipée. On a un volant 2 branches qui ressemble à celui de la 500. C'est bien. Et puis, petit côté écolo, les sièges, au demeurant confortables, sont faits avec des bouteilles en plastique recyclé. Voilà. Bon, on pourrait penser avoir une impression de déjà-vu au volant de cette 600e puisqu'elle reprend des organes qu'on trouve sur d'autres modèles du groupe. Alors, c'est vrai, mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai parce qu'elle est plus agréable à conduire que ses cousines. En particulier grâce à des réglages de suspension qui privilégient la souplesse. Moi, je pouvais pas. La dureté Fiat, j'avais du mal. Sur la position sport, le moteur offre aussi un bon répondant avec 260 Nm de couple et 156 chevaux. On fait le 0 à 100 en 9 secondes, ça suffit largement. On oublie vraiment les 1600 kg du véhicule, qui est pas si lourd que ça pour une voiture électrique. Et puis, même typé confort, le châssis reste très équilibré dans les enchaînements de virages. J'ai essayé la voiture dans les Vosges, donc question enchaînement de virages, on est servi. Pour résumer, c'est un des plus confortables et des plus agréables à conduire de tous les véhicules électriques proposés par Stellantis. La voiture s'en sort également bien en ville avec son gabarit compact et puis son rayon de braquage réduit, 10,40 m. Et c'est également une voiture très silencieuse. Enfin, et j'ai que des bonnes nouvelles pour la fin, c'est ça qui est bien. On vous adore. Avec un parcours 1/3 sur autoroute, de la montagne, de la ville, notre consommation moyenne a été de 14,5 kWh au 100, c'est vraiment très bien et on est très proche des 400 km revendiqués par le constructeur. On peut recharger soit en 11 kW en courant alternatif, soit en 100 kW en courant continu. Vous allez me dire, il y a des concurrents qui font mieux. Oui, mais là, la courbe de charge est très plate et finalement, ça charge relativement vite sur une borne rapide. Cette finition raide, elle est vendue 35 900 €. Fiat vous propose, quels que soient vos revenus, un bonus de 7 000 €. Ça vous fait une voiture bien équipée, confortable, qui fait 400 km d'autonomie pour 28 900 €. Wow. On est au tarif des modèles chinois. Voilà. Et en plus, vous ne perdez rien parce que je trouve que à la fois mais ça c'est mon goût à moi, je la trouve plus jolie que ses concurrentes et surtout elle est plus sympa à conduire parce qu'elle est confortable. Enfin voilà, là je dis, il faut que Stellantis continue sur cette voie. C'est marrant parce qu'on a essayé récemment la Citroën IC4 que je vous ai dit à la fin, elle est trop chère, elle se vendra pas. Et ça c'est l'exemple, c'est exactement l'inverse. En plus c'est la même base technique. Vous avez 15 000 € d'écart entre les deux voitures. Il y a un truc qui va pas. Quoi. Et franchement, elle est vraiment bien. Réussi. Vous n'avez pas besoin, il y a que 2 finitions. Vous n'avez pas besoin de prendre la finition haut de gamme. La finition de base déjà très bien équipée et elle est plus confortable. Ah ben voilà, surtout c'était vraiment et vous n'avez pas toutes les aides à la conduite qui sont, je vais le dire, emmerdantes. On n'en peut plus. On a loué une voiture pour aller travailler ce week-end avec des amis à Dole, enfin avec des amis, avec des collègues à Dole. On a loué une Audi Q3. Ouais. On a mis un temps de dingue à trouver certaines choses. Il fallait aller dans les menus, les sous-menus. Moi, rien que pour ça, j'achèterais pas la voiture. Mais c'est très personnel. En tout cas, merci. Vous êtes nombreux à nous dire quoi, mais alors on n'a pas vu, comme d'habitude, sur la page Facebook, les images. C'est normal. Déjà, rendez-vous sur YouTube. Vous avez fait l'essai en complet, à peu près 9-10 minutes. 12 ou 13 minutes. Voilà, mais c'est parce que l'ami Jean-Luc aime bien. J'aime bien quand c'est long. C'est pas moi qui l'ai dit. Et surtout, c'est parce que vous l'avez vu, on est dans un nouveau studio. On est dans vraiment, tout est en train d'être tout neuf. Donc voilà, les choses vont arriver. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. On vous embrasse. Ah oui, non, restez avec nous. Vous avez raison. Allez, après l'essai de la semaine, je vous propose de parler d'environnement dans quelques instants avec ce projet de loi pour améliorer la transparence lors de l'achat et la recharge de véhicules électriques. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et si vous avez évidemment des questions à poser à l'ami Jean-Luc, on parle auto sur Sud Radio, vous nous appelez dès maintenant. Jordan vous attend au standard au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, on vous attend. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler d'auto et d'environnement avec ce projet de loi pour améliorer la transparence lors de l'achat et la recharge de véhicules électriques. Un projet de loi qui est entre autres mené aussi par Jean-Pierre Tate, qui est député de la Loire et co-signateur de la proposition de loi. Bonjour monsieur le député. Bonjour monsieur Tate. Bon, projet de loi numéro 1368. Alors déjà, tiens, pour tous ceux qui ne sont pas comme nous, des férus de l'Assemblée nationale, un projet de loi, c'est quoi ? Un projet de loi, c'est une proposition qui est faite par un député ou un groupe de députés, plusieurs députés, qui concerne une problématique de la vie quotidienne et on propose d'améliorer les choses. Donc là, en l'occurrence,
c'est pour la transparence lorsqu'on achète une voiture électrique. Ouais, alors bon, quand j'ai vu le communiqué de presse, je me dis chouette, enfin ils prennent à bras le corps deux problèmes qui sont pour moi à la limite du scandale. Alors le premier, peut-être un petit peu moins épineux, c'est le fait qu'on n'ait pas forcément les bonnes informations quand on achète un véhicule électrique. Et puis après, on parlera de la recharge où là, le scandale est vraiment important. Déjà, vous jugez, vous, que l'acheteur d'un véhicule électrique ne dispose pas des bonnes informations quand il va chez un concessionnaire? Je crois que effectivement, on est tous acheteurs potentiels de voitures. On peut être passionné de voitures. On a besoin d'avoir les bonnes informations. Et c'est vrai qu'avec un certain nombre de collègues, lorsqu'on a constaté que lorsque vous achetez ou souhaitez acheter un véhicule électrique, vous n'avez pas les bonnes données. Alors qu'est-ce qui manque communiquées par les constructeurs. Voilà, la première donnée qui est quand même la plus importante, enfin qui est une des données importantes, c'est que on vous donne une capacité de charge, un temps de charge. Les gens ne savent pas que ce temps de charge, il est seulement pour 80% de la capacité de la batterie. Et donc on vous donne dans des conditions particulières à 20 degrés si vous chargez votre voiture et pour 80%, et on vous donne un temps, par exemple 35 minutes. Il faut savoir que si vous voulez charger de 80 à 100%, c'est-à-dire les 20% restants, il vous faut autant de temps, soit 35 minutes également, donc ça vous double le temps de charge. Donc on souhaite simplement que les gens soient en connaissance de cause, informés du temps réel de chargement d'une batterie lorsqu'ils sont en arrêt sur l'autoroute, notamment sur les déplacements longs ou même dans n'importe quelle autre condition. Et ça nous paraissait logique quand vous avez une consommation de voiture avec des moteurs thermiques, on vous donne une consommation aux 100 km, on ne vous donne pas aux 80 km. Là, c'est un peu pareil, il faut qu'on vous donne une capacité de charge à 100% de votre batterie, le temps de capacité de charge à 100% de votre batterie. Oui, même donc si c'est un des premiers éléments qui nous a porté à dire il faut plus de transparence et donner les bonnes informations. Même si, alors là je vais me faire l'avocat du diable, les constructeurs vont vous dire oui mais c'est idiot de faire de la charge rapide sur les 20 derniers pourcents. Je vais prendre un exemple, il n'est pas de moi, hein, il est d'un monsieur je crois qui connaît bien la voiture électrique, qui s'appelle Elon Musk, qui disait voilà la charge d'une batterie c'est comme un parking de supermarché, quand il est vide vous arrivez, vous garez tout de suite et puis quand il est plein vous tournez un petit peu, donc les électrons font la même chose, donc c'est plus long de se garer dans un parking plein et ça explique que la charge de la batterie, plus on avance. Alors moi j'ai une autre image, c'est une bouteille, quand vous la remplissez, vous ouvrez le robinet en grand, puis si vous la remplir à fond vraiment jusqu'au bord, à la fin vous n'avez plus qu'un filet d'eau, sinon ça déborde. Voilà, donc ça les constructeurs vont se défendre sur ça, mais il y a plein d'autres renseignements qu'ils ne nous donnent pas. La capacité utile de la batterie, on vous vend un véhicule en vous disant il a une capacité de batterie de tant de kilowattheures, mais vous ne pouvez pas utiliser ces tant de kilowattheures et ils ne nous disent pas combien on peut en utiliser. Exactement, mais vous avez complètement raison. Nous on n'a aucun grief contre les constructeurs, hein. On est des passionnés aussi d'auto, on aime les voitures, qu'elles soient électriques ou thermiques. En l'occurrence, notre industrie française travaille pour que les voitures électriques soient portées sur les marchés, on n'a pas de souci, mais qu'on donne les bonnes informations. La difficulté, si vous voulez, c'est que vous et moi et l'ensemble de nos concitoyens ont été habitués à acheter des voitures thermiques pendant des dizaines et dizaines d'années avec un certain nombre de codes lorsqu'on achète une voiture. On voudrait que ces mêmes codes soient donnés pour les acquéreurs de voitures électriques, mais les bons codes. Ouais. Alors là, bon, j'espère que vous allez siffler la fin de la récré. Là, les gens vont bien comprendre. Si j'arrive à la station-service pour faire le plein de carburant et que sur le totem, il n'y a pas les prix du carburant, je fais mon plein et je ne sais pas combien ça m'a coûté. Exactement. Vous n'allez jamais mettre d'essence dans votre voiture. Et pourtant, si vous avez une voiture électrique, c'est ce qui se passe. Ouais, vous arrivez à la borne de charge, vous ne savez pas combien va être facturé le kilowattheure, vous n'allez pas savoir exactement combien ça va vous coûter quand vous aurez fini la charge. C'est hallucinant. Jean-Pierre Tête, vous qui êtes député LR de la Loire et co-signateur de la proposition de loi, du coup, vous la faites, enfin cette proposition, vous l'attendez quand ? Qu'elle soit acceptée, il y a un principe qui est un peu technique à l'Assemblée nationale. On doit présenter des propositions de loi à l'occasion de ce qu'on appelle des niches, c'est-à-dire que chaque groupe politique a droit à 2 niches par an, c'est-à-dire 2 journées complètes où il propose ses propositions de loi. Et là, l'ensemble des autres collègues de tous les bancs et de toutes les convictions sont en capacité
de voter ou non pour cette proposition de loi. Donc le cheminement est long, mais vous savez, ce qui est important, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que lorsqu'on fait des propositions de loi et que ces propositions de loi elles ont du bon sens, et celle-ci, elle fait écho. On échange aujourd'hui avec vous comme on a échangé avec beaucoup de médias. À partir du moment qu'elle fait écho, si elle est reprise même par la majorité dans un autre texte, nous, on est très contents. Le but, c'est que la transparence soit reconnue, qu'on arrive à notre résultat final, qu'elle soit portée par les LR ou par Jean-Pierre Tête ou par tout autre député, à la limite, peu importe. On cherche pas à laisser un nom dans la postérité. Ce qui nous intéresse, c'est que on puisse avoir une transparence totale donnée à nos concitoyens lorsqu'ils achètent une voiture. Donc j'espère qu'elle sera reprise, j'espère qu'on pourra la voter. Il y a encore du cheminement à faire. Et quand c'est des lois de bon sens, on n'est plus sur des positionnements politiques. Hein, donc, je suis plutôt confiant. Jean-Pierre Tête, pour être très concret, si cette loi est adoptée, est-ce que demain, à une borne de charge, je pourrais payer avec ma carte bleue et je saurais combien ça me coûte? Mais il le faut. Vous avez raison. Je pense que c'est la seule chose qu'on achète où on n'a pas le prix, et en partant où on ne sait pas ce que ça nous a coûté. C'est hallucinant. N'importe quel autre produit, n'importe quel autre service. Et puis on va le dire, il y a plein de gens qui sucrent au passage, parce que tous ceux qui vous proposent des cartes, ils prennent un pourcentage sur le prix. Hein. Donc il faudrait siffler la fin de la récré à un moment quand même. Je pense aussi. Je pense qu'il faut être transparent. On connaît le prix des carburants lorsqu'on va à une station d'essence. Il faut qu'on connaisse le coût de notre plein lorsqu'on fait la charge de notre batterie. C'est tout simple, et avec les moyens techniques, vous l'avez très bien dit, on peut le faire assez facilement aujourd'hui. C'est uniquement une volonté politique et une volonté des constructeurs. Mais là où c'est dingue, c'est que ça tombe sous le sens, et que je comprends pas pourquoi ça n'a pas été dès le départ affiché comme ça, comme sur les autres stations et les autres. Alors, il y a eu au départ sur les bornes publiques, il y a beaucoup de collectivités qui ont installé des bornes, ils voulaient faire savoir que c'est eux qui les avaient financées. Donc vous aviez la carte de la collectivité en question. Donc c'était un moyen de rappeler que c'est eux qui l'avaient financé. Bon, maintenant ça y est, on sait que si vous êtes obligé d'avoir... moi je vois des gens qui circulent en véhicule électrique, ils ont parfois 7, 8, 9, 10 cartes d'abonnement. C'est hallucinant quand même. Hallucinant. Ça plus les prix. Voilà. Bon merci beaucoup. Mais je vous en prie, avec plaisir. Bon, comptez sur nous pour vous soutenir. On va faire du lobbying. Et puis, on a commencé déjà ce matin. Il y avait une députée qui était là. Je lui en ai parlé dans l'émission précédente. Et les micros de Sud Radio vous sont toujours ouverts, bien évidemment. Jean-Pierre Tête, député de la Loire et co-signataire de la proposition de loi pour améliorer la transparence lors de l'achat et la recharge des véhicules électriques. Bon week-end à vous. À suivre sur notre rendez-vous, eh bien, on va dans quelques instants accueillir Philippe au 0826 300 300 qui a une question à poser à Jean-Luc, entre autres. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Évidemment, vous restez en notre compagnie. Attention, avant 13h, on va parler aussi du malus 2024. Est-ce qu'il va tuer, entre autres, le marché des pick-up? Mais avant cela, on vous accueille au 0826 300 300, puisqu'il y a Jordan qui vous accueille également ce matin en direct. Vous n'hésitez pas si vous avez un avis à donner, un avis à partager ou tout simplement une question à poser. Ce qui est le cas d'ailleurs avant les infos de midi avec Philippe que nous accueillons. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Et merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Sur les ondes. En quelques mots, je voudrais évoquer avec vous une reprise LOA. Voilà ce qui se passe. Nous avons pris en décembre 2020 une petite Seat Mi électrique. Pour un deuxième véhicule. Alors on n'était pas très chaud à l'époque pour l'électrique, mais j'avoue qu'après 3 ans, aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière. Mais c'est intéressant ce que vous nous avez dit. Alors, motivez votre... Ouais. Non, parce que beaucoup de gens hésitent à franchir le pas. Alors vous avez un autre véhicule, j'imagine. Vous n'avez pas votre seule voiture. Voilà. Mais dites-nous pourquoi vous ne reviendriez pas en arrière. Moi, j'adore la conduite d'une voiture électrique. C'est un véritable plaisir. C'est d'une douceur. C'est d'abord ça, beaucoup de reprises, je trouve, pour une petite citadine, parce qu'on l'utilise vraiment en ville. C'est facile à conduire, c'est agréable, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'entretien, on charge comme on veut. Enfin, c'est que du bonheur. Vous la rechargez où d'ailleurs? Vous êtes en maison individuelle? Oui, maison individuelle, c'est mais plus juste simple. sur une petite prise
The Green Up qu'on a fait mettre. On n'a pas de box, mais voilà, donc on roule assez peu, à peu près. Là, on est à 16 000 km en 3 ans. Donc c'est ma femme qui l'utilise vraiment pour des déplacements citadins uniquement. Et Philippe, vous avez fait le ratio de la consommation électrique chez vous, du coup? Vous avez une idée de ce que ça vous a coûté? Pas vraiment, non. Alors, j'ai... en gros, par mois, ça nous coûte entre 10 et 15 euros. Oui, donc moins cher que de toute façon un plein d'essence à 2 euros le litre, voilà, ça c'est clair. Gros, mais c'est vraiment, on peut recharger une fois par mois, voire 2 fois par mois des fois, mais c'est très non, c'est... Oui, parce que en plus la Mi, qui est la petite sœur de la e-Up. Vous avez vu en plus cette semaine, l'info est passée cette semaine, ça y est, Volkswagen arrête. Alors la Mi est déjà arrêtée, mais Volkswagen arrête la e-Up, enfin arrête la Up, la plus petite voiture de la gamme Volkswagen disparaît. Et on sait pourquoi ils arrêtent ces petites voitures? Parce que ils gagnent pas assez d'argent sur les petites voitures, et c'est un vrai gros problème. Au moment où les écolos nous bassinent en disant faut des voitures plus petites, moins puissantes, les constructeurs font exactement l'inverse et sont en train de monter en gamme et nous proposer des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, et l'électrification ne va pas dans le sens de la petite voiture. Non. Et celle-là, et quand vous m'avez dit voilà, on l'a en LOA et tout, mais gardez-la surtout cette voiture. Gardez-la. Écoutez, alors, voilà, j'ai ma réponse. C'était la question, parce qu'on entend tellement de choses en disant oui, mais l'usure des batteries. Non. Il y a 3 ans que vous l'avez, une batterie de voiture électrique, ça dure 15 ans, donc vous avez le temps. Vous avez le temps. En plus, il vous la propose, vous m'avez mis dans le message qu'il vous la propose à 11 880 euros. Ouais, exactement, La voiture neuve, elle coûtait dans votre finition au départ 23 070 euros. Quand on déduisait le bonus, c'était 16 000 euros. Là, en fait, avec les mensualités que vous avez payées, j'ai fait le calcul, elle vous coûte 18 757 euros. Franchement, je ne vais pas vous dire c'est un cadeau, mais gardez-la. Écoutez, bon. Gardez-la. Ah, très bien. Juste une petite question. Vous avez le temps, du coup, on a été vite, là. C'est bien la première fois depuis qu'on commence On parle auto que je dis à quelqu'un, vous avez le temps, on a été très vite. Alors, j'en profite. Est-ce qu'il y a un moyen de connaître le taux d'usure de sa batterie? Oui. Il y a aujourd'hui, il y a des sociétés, alors là, j'ai pas les noms tout de suite là qui me viennent à l'esprit, mais je peux chercher ça et je peux vous l'envoyer par mail. Il y a plusieurs sociétés qui vous proposent des bilans de santé complets de la batterie. Donc vous saurez, mais là en 3 ans, en plus vous me dites on la charge en charge lente, donc elle ne sera pas abîmée. Cela dit, tiens, c'est très intéressant parce que, alors il y a une petite marque américaine, ça commence par un T, ça finit par un A, je me rappelle jamais du nom, voilà, qui fait des voitures électriques depuis un certain temps. Au départ, souvenez-vous, on a dit c'est n'importe quoi, ça marchera pas. C'est aujourd'hui en passe d'être le premier constructeur mondial, en tout cas la voiture mondiale la plus vendue, la première voiture vendue dans le monde, c'est la Tesla Y, donc ça reste une Tesla. Et Tesla, vous savez, alors ça, peut-être sur ça, il y a des choses à commenter. Tesla remonte toutes les informations des voitures, c'est-à-dire ce sont des voitures connectées, les Tesla, donc ils vont pas vous suivre à la trace parce qu'ils ont certainement pas les moyens de suivre chaque client, mais ils savent ce que fait votre voiture, ils savent dans quel état est la batterie, ils savent quel type de charge vous faites. Et ce qui est très intéressant, c'est que ils se sont rendus compte que ceux qui faisaient fréquemment de la charge rapide, avaient des capacités de batterie qui étaient équivalentes à ceux qui faisaient de la charge lente. Donc parce qu'on a beaucoup dit au départ, oui, mais si vous faites de la charge rapide, l'échauffement pendant la charge rapide, ça va abîmer les batteries, etc. Bon, Tesla, qui est sans doute le constructeur au monde qui peut faire ce genre d'analyse la plus vaste possible, dit non, il n'y a pas d'incidence, la charge rapide n'a pas d'incidence sur la durée de vie des batteries. Et quand on était à Lyon il y a 15 jours, on a pris un taxi qui était en Tesla S, je lui ai posé la question et il m'a dit moi je fais assez peu de charge rapide, mais j'ai un de mes collègues qui fait presque exclusivement de la charge rapide, et en fait sa batterie, on a les mêmes modèles de la même année avec à peu près le même kilométrage, et sa batterie finalement a une capacité qui est supérieure à la mienne, c'est-à-dire que ça a moins endommagé la batterie que de la charge rapide plutôt que la charge lente et de la charge rapide mixée. Bon, voilà. Vous voyez comme quoi, donc avec votre petite Mi qui prend quand même de la charge rapide en 40 kW, c'est pas rien, vous pouvez même faire des trajets un petit peu plus longs.
Avec la petite Seat. D'ailleurs, c'est un autre compte. Oui, là, ça y est, je sais, on va déborder, mais bon, c'est ce que c'est. Cet homme est plus bavard que les femmes, j'adore. Nissan avec la Leaf, qui est un des constructeurs, bon, la Leaf maintenant a plus de 10 ans, s'est rendu compte que les clients qui avaient acheté une Leaf en deuxième voiture, finalement, l'utilisaient beaucoup plus que l'autre voiture. Et que ça devenait la première voiture du foyer. L'autre voiture étant utilisée exclusivement pour des grands trajets ou des départs en vacances ou quand on a besoin de transporter beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, de toute façon, on est sur aussi une révolution à ce niveau-là. Oui. On le sait bien, on le voit bien. Nous. Attention, je ne suis pas en train de dire il faut que l'électrique remplace le thermique. Non. Il y a un véhicule adapté à un usage. À un usage, voilà. Exactement. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin bref, on pourrait dire plein de trucs. Mais l'électrique, c'est une bonne solution dans certains cas. C'est une des solutions, en tout cas. Il ne faut pas qu'elle soit imposée complètement à 100%, mais c'est une bonne solution pour la preuve. Vous en êtes d'ailleurs, Philippe. Merci beaucoup d'être intervenu. Merci beaucoup. Merci Philippe. Encore merci pour votre émission d'utilité publique. Merci beaucoup. Et continuez de bien rouler avec votre Seat Mi électrique. On vous embrasse très très fort. Allez, merci. À suivre, il va y avoir bien sûr le rappel de l'information. Puis si vous voulez nous rejoindre tout de suite là maintenant, vous avez une question à poser, vous êtes en train de vous dire ouais mais non, il va y avoir trop de monde au standard, je vais pas réussir à passer. Alors que j'aimerais aujourd'hui poser ma question à Jean-Luc. Et chiche que vous faites le 0826 300 300 maintenant pour intervenir sur Sud Radio dans On parle auto juste après l'info de midi. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous reprenons notre rendez-vous jusqu'à 13h. Les questions, vos questions arrivent au 0826 300 300. On va vous accueillir dans quelques instants. Mais on va parler du malus avant 13h. Ouais, on va parler du malus qui va toucher. Alors jusqu'à présent, les pick-up étaient épargnés par le malus et par la TVS également parce qu'ils étaient considérés comme des utilitaires. Donc désormais, ça va être terminé. Vous savez que le malus à partir de janvier, le malus maxi passe à 60 000 € et il n'est plus question non plus de plafonnement parce que autrefois c'était 50% maxi du prix du véhicule. Là il y aura plus de plafonnement donc ça sera 60 000 € même pour une voiture qui vaut 10 000 €. Et ensuite vous avez le malus au poids à partir de 1600 kg. Or un pick-up par définition c'est lourd. Donc là on va les pick-up vont choper des malus entre 60 000 et 80 000 €. Donc autant dire le marché est terminé. Ouais, bon, on en parlera aux alentours de 12h40. Restez avec nous. Que vous soyez amoureux des pick-up ou pas, mais restez avec nous parce que c'est de l'info. Qui touche le plus gros va toucher le plus petit. Il y a un moment ou un autre, comme ça on va tout décrypter. On aura aussi les coupes auto légendes à Montlhéry. Oui, alors les coupes auto légendes, c'est ce week-end. Bah ouais, c'est là, aujourd'hui et demain. Et en plus, vous pouvez aller rouler. Alors, il faut s'inscrire avant, bien évidemment, mais il y a des sessions de roulage sur le mythique circuit de l'INAS Montlhéry. Donc, si vous voulez faire rouler votre mamie, enfin, je parle pas de celle qui est en fauteuil roulant, je parle de celle avec une batterie en 6 volts, et ben vous pouvez y aller. On retrouvera tout à l'heure un organisateur et peut-être un participant que vous connaissez aussi, François A. Allez, on parlera aussi des pneus pour les voitures électriques, surtout des pneus hiver, mais tout de suite, je vous avais mis un petit challenge, je vous avais dit, vous n'êtes pas chiche d'appeler maintenant, on prend le premier coup de téléphone qui arrive pendant l'info, et ben vous êtes arrivé au 0826 300 300. Désolé pour les autres, vous inquiétez pas, on vous a pris vos coordonnées, on vous rappellera évidemment à suivre dans les émissions qui arriveront. Martine, bonjour. Bonjour Martine. Bonjour, je voulais vous remercier pour vos émissions parce qu'elles m'apportent beaucoup, j'apprends beaucoup de choses. C'est chouette. Vous savez quoi, moi aussi j'apprends plein de trucs quand je m'écoute. Ouais. Alors le deuxième prénom de Jean-Luc, c'est Humilité. Mais non, mais c'est pas ça. Avec bien. Alzheimer, quand je réécoute ce que je dis, je me dis tiens, je ne savais pas. Comment vous habitez où, Martine, J'habite à la Malou-les-Bains, dans les Roues. Dans les Roues, très bien, on vous écoute. À la Malou, il y a un centre de rééducation et tout ça, et c'est vachement bien. Oui, voilà, c'est ça. Et je vais en profiter pour dire en fait que monsieur Jean-Luc écoute pousser ses cheveux, c'est ce qu'aurait dit Brel dans sa chanson en fait. Alors, ce que je vais vous demander, Martine, c'est d'écarter votre téléphone. Attendez, Martine, est-ce que vous pouvez écarter un tout petit peu votre téléphone de votre bouche parce que je crois que votre bouche est trop collée, ça fait un peu un son coton et on est désolé, du coup on n'a pas entendu votre blague sur Jean-Luc. Alors je disais peut-être que comme Jacques Brel qui disait dans sa chanson, j'ai pu pousser mes cheveux. Vous n'avez pas entendu? J'ai pas la ref là, j'ai pas la référence. Allô? Allô? Mais c'est pas grave. Je voulais juste vous demander, j'ai les phares de ma voiture, une Clio de 2011, qui
s'opacifie. Et en fait, elle a pas beaucoup d'éclairage et j'ai pas de portée. Oui. J'ai déjà fait un nettoyage par le garagiste, mais ça n'a pas fait grand-chose, en fait. Alors vous en plus, vous risquez d'être boulé au contrôle technique, l'opacification des phares. Alors c'est un mal récent. Pourquoi ? Parce que les vieilles autos, souvenez-vous, les phares étaient en verre. Oui. Alors le problème, c'est que quand il y avait un petit caillou qui tapait dedans, ça cassait. Et désormais, ils sont en polycarbonate déjà depuis une vingtaine d'années. Le problème du polycarbonate, même le polycarbonate de la meilleure qualité, c'est qu'avec les UV, il s'opacifie. Donc sur certaines voitures, même haut de gamme, ça arrive. Et évidemment, sur les voitures plus bas de gamme, entre guillemets, ça arrive encore plus vite. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des solutions. Il y a des kits de polissage qui sont vendus dans les centres auto. Alors ça se monte, vous pouvez le faire à la main, mais c'est long. Et puis il y en a avec un petit tampon qui se monte sur une perceuse. Et vous polissez le phare, qui va redevenir clair. Okay. Et ensuite, alors très important, vous remettez un vernis dessus, un vernis spécial, parce que sinon, 3 mois plus tard, il va de nouveau s'opacifier. C'est le vernis qui protégera le polycarbonate. Donc ça peut se faire. Cela dit, si le phare vraiment il est, on en voit des fois ils sont jaunis, on voit à peine à travers. Là, c'est un peu tard. Quand ça va vraiment être à cœur, qui va être jauni, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de changer. Alors sur des petites voitures courantes, vous allez vous acheter une pièce d'occasion. Le phare, il va vous coûter 15-20 €. Faut surtout pas mettre un phare neuf. Bon. Voilà. Martine. Voilà, vous regardez sur Back to Car et puis vous trouverez des phares. Mais essayez d'abord le kit de polissage. Enfin, vous allez regarder en premier sur le site de Back to Car là, pour savoir combien ça coûte de phare pour votre voiture d'occasion. À mon avis, pas très cher. Et si ça se trouve, c'est pas plus cher que le kit. Voilà, exactement. Voilà. Bon, faut qu'il soit en bonne, faut évidemment qu'il soit pas opacifié les deux phares en question. Non, Back to Car, BACK. Plus loin de tout, un 2 quart. Bon, voilà. Super, Martine, merci d'avoir appelé. Vous êtes arrivée sur l'antenne. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir Martine. Allez, tout de suite, on va parler pneus. C'est parti. C'est sur Sud Radio. On parle auto et on parle de pneus. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Et c'est la maison Hankook qui nous rejoint aujourd'hui avec Georges Beauchaton, qui est directeur des ventes et du marketing de Hankook, pour parler des pneus adaptés hiver pour les voitures électriques. Oui. Jean-Luc. Bonjour Georges. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurent, vous allez bien ? Ouais, très bien. Très bien. Et vous ? Bon. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Les températures là baissent de, on va dire, une dizaine de degrés. Donc la semaine prochaine, si ça baisse encore de 10 degrés, on va avoir la neige. Non, mais bon, c'est vrai que personne n'a encore anticipé l'éventuel changement de pneumatique pour mettre des pneus hiver, parce que les températures sont extrêmement clémentes, mais on voit que les saisons, en fait, il n'y a plus que 2 saisons, il y a l'été et il y a l'hiver, et en général, la transition est assez brutale, donc va falloir y penser. Il y a de plus en plus de gens qui sont équipés de véhicules électriques, et on sait que déjà sur les pneus été, pour en avoir parlé plusieurs fois, dont avec vous d'ailleurs, que le choix d'un pneumatique pour un véhicule électrique est encore plus primordial que sur un véhicule thermique. On va rappeler pourquoi, Georges, peut-être quelles sont les contraintes d'un pneu pour un véhicule électrique ? Le véhicule électrique, mais ça vous en avez déjà souvent parlé, c'est pas la même chose qu'un véhicule thermique, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus lourds, mais quand on dit beaucoup plus lourd, on parle de 15, 20, 30% de poids en plus, c'est 400, 500 kilos. C'est des véhicules puissants avec un couple immédiat. Et ça, les pneus, ils adorent, parce que la puissance, le poids et le couple, ça met énormément de contraintes sur le produit. Le pneu, il préfère être célibataire, il aime pas le couple, en fait. Je vous le laisse. J'ai adoré, je vous le laisse. Bah oui, quand on a un pneu, en général, on reste célibataire, d'ailleurs. Là aussi, on lui laisse. Hein. Là aussi, on vous le laisse. Ça fait 2-0, vous gagnez le match. Donc, alors, le poids, on a dit le poids. On parle aussi de véhicules excessivement silencieux, effectivement, parce que c'est principalement la raison pour laquelle souvent on choisit un véhicule électrique. Il y a la partie économique, mais il y a aussi la partie confort.
on n'entend rien dans un véhicule électrique hormis le bruit du pneu, le contact du pneu. Et le dernier point, qui est aussi un point important et crucial, c'est l'autonomie, la résistance au roulement, parce que le seul contact de la voiture avec le sol, c'est le pneu. Et c'est le pneu qui va donner la motricité, la directibilité, la sécurité, mais aussi qui va freiner le véhicule. Donc sur un véhicule électrique où les autonomies, aujourd'hui, c'est 300, 400, allez, 500 km quand tout va bien, c'est un point important. Donc nous, on est parti du principe que le véhicule électrique est un véhicule différent, donc on propose une gamme complètement différente. Rappelez-nous le nom d'ailleurs. Alors la gamme dédiée aux véhicules électriques, c'est la marque, ça s'appelle Ion, I-O-N, Ion. Ouais, on va dire Ion, voilà. Mais quand on parle de pneumatique hiver, on rajoute un critère sécurité. Et on rajoute aussi une efficacité par temps très froid. Ça veut dire que les composés de gomme peuvent pas être les mêmes en pneumatique été et en pneumatique hiver. On va avoir des produits qui sont lamellisés pour pouvoir donner du grip. Ouais, donc ils vont faire du bruit, consommer plus. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle de faire un pneu hiver pour véhicule électrique, en fait. Alors déjà, le pneumatique été pour véhicule électrique, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à réaliser, ce qui fait que nous, on est parti d'une feuille blanche, on a repensé les composés de gomme, on a repensé les carcasses, on a même repensé la vulcanisation, la façon dont on cuit le pneumatique avec des températures plus basses et des durées plus longues, etc. Sur le pneumatique hiver, on a bien sûr des profils différents, on a beaucoup axé notre recherche sur le confort. Aujourd'hui, quand vous avez un véhicule électrique, il n'y a pas d'offre. Hormis la marque Ion Winter, il n'y a pas d'offre sur le pneumatique hiver, donc vous êtes obligé de mettre un pneumatique destiné à la voiture de monsieur tout le monde, une thermique. Qui va souffrir, bien, parce que là, pour le coup, avec une gomme plus tendre, avec les lamelles, etc., la voiture électrique va en avoir raison en quelques milliers de kilomètres. Alors, il y a le kilométrage, mais il y a surtout le premier contact que vous avez, c'est le bruit. Ah oui. Et c'est une lessiveuse. Mais il faut l'avoir testé pour se rendre compte. Vous avez acheté une Tesla, parce que on va parler du leader du marché, mais vous avez acheté une BM i4, vous avez acheté un EQS, vous avez acheté ce que vous voulez. Vous mettez 4 pneumatiques Winter standard, qui vont très très bien au quotidien. Le bruit, c'est l'enfer. Donc en fait, notre idée, elle était de travailler là-dessus, et aujourd'hui, on est capable, avec des technologies qui sont vraiment spécifiques. Alors, je veux pas vous noyer sous les noms anglais, etc. Mais des technologies sound absorber, c'est de la mousse qu'on met à l'intérieur du pneumatique pour stopper les bruits. Les technologies de chambre chaude, c'est-à-dire qu'on a des petits dessins à l'intérieur de la cheminée, donc sur la gomme, pour pouvoir couper les résonances. On travaille bien évidemment avec l'intelligence artificielle pour définir des profils les moins bruyants possibles. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir un pneumatique Ion Winter, donc destiné aux véhicules électriques qui font en bruit la même chose qu'un pneumatique été. Bien. Et en conso, c'est un peu plus, beaucoup plus. Ouais, c'est un peu plus. Aujourd'hui, sur un pneumatique destiné à un véhicule, pour l'été, on va dire, on est en AAA, donc en résistance au roulement, on est avec des améliorations de 10 à 15%. Là, sur la partie winter, on améliore, donc on diminue la résistance au roulement, mais c'est pas le point fort du pneumatique. Le deuxième critère sur lequel on a énormément travaillé, c'est le kilométrage. Et on est assez content parce qu'on a lancé ce pneu l'année dernière, donc on est les seuls sur le marché. Donc, et vous aviez raison, tout à l'heure vous parliez des data que Tesla est capable de fournir. Donc nous, on a 1 an d'expérience sur ce pneu-là. Et on est capable d'annoncer des kilométrages qui vont être jusqu'à 2 à 3 fois supérieurs aux pneumatiques standards que vous utilisez d'habitude sur la Tesla ou sur etc. Est-ce qu'il y a des pneumatiques 4 saisons aussi pour les électriques? C'est une question qui nous arrive sur la page Facebook de Sud Radio par monsieur Aouchadil. Pas pour l'instant. On lancera, nous, notre pneumatique Ion All Season au printemps. Ok. Moi je dirais vraiment le pneumatique hiver répond parfaitement aux attentes de l'utilisateur en termes de sécurité. Forcément le pneumatique all season sera un compromis. D'accord, bah oui. On peut équiper quel type de véhicule pour le moment là en gamme de la gamme Ion en pneus hiver? Il y a 70 dimensions, ça commence au 17 pouces, ça va jusqu'au 22 pouces, donc on équipe vraiment des voitures qui roulent. Tout à l'heure j'ai écouté votre auditeur qui disait qu'il utilisait sa voiture en ville. Nous on cible plutôt les routiers, les grandes routières, donc ça commence, on
on peut parler du Kona Niro, en passant par les Mini jusque ID3, ID4, iX, et bien d'accord, oui, donc une large gamme. Et c'est beaucoup plus cher qu'un pneu standard, qu'un pneu hiver standard, c'est ça que je voulais dire. C'est aujourd'hui au prix du leader du marché, un constructeur français connu. Bon, d'accord, qu'on ne citera pas. Bon, en coup, qu'on va rappeler, c'est une marque coréenne. Coréenne, oui, tout à fait. Merci donc, beaucoup. Donc la gamme Aion. Merci Georges Beauchaton. Merci Jean-Luc, merci Laurent. Merci d'avoir été avec nous. Bah vous aussi, tiens, voilà. Directeur des ventes et du marketing de Hankook. Exactement. Allez, à suivre. Il y a une blague à la noix que je voulais faire, mais je ne l'ai pas fait. Non. Non, mais on a Georges Beauchaton mi-octobre, mais on aurait dû l'avoir à la mi-août. Voilà, ça c'est fait. 3-0. Enfin, quoi que celui-là, il est un peu... Non, mais on doit lui faire tellement souvent. Il y a Christophe qui arrive au standard de Sud Radio 0826 300 300 pour sa question. Le pauvre. Oh là là. À tout de suite. Restez avec nous parce que c'est pas, vous allez voir, c'est du lourd ce qui arrive. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous le savez, cette émission est la vôtre. Vous pouvez poser vos questions soit par mail, jeparticipe@sudradio.fr, en mettant on parle auto, bien sûr, dans l'objet de votre mail, ainsi que toutes vos coordonnées. Il y en a qui réagissent sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a Laurence qui nous demande si on est là. Oui, on est là. Qui a une question à nous poser, donc je vous la poserai plus tard, l'ami Jean-Luc, parce que là, on va tout de suite accueillir au 0826 300 300 Christophe, qui veut échanger avec vous, l'ami Jean-Luc. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Comment ça va? Bonjour Dame Laurent. Bonjour Sir Jean-Luc. Bon, j'ai peur de ne pas avoir de bonnes nouvelles pour vous. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai, mince. Non, parce que Christophe risque de divorcer en fonction de la réponse que je vais lui donner. Oui, mais il faut d'abord, pour que tous ceux qui écoutent Sud Radio sachent de quoi on parle, les garçons. Christophe, racontez-nous. Christophe. Eh bien voilà, mon beau-père s'est mis en tête d'acheter une Clio 1,2 litre de 2014, je crois, ou 2013, je ne sais plus, qui a 37 000 km avec le fameux moteur 1,2 litre TCE. Oui. Voilà. Et moi, je suis très réfractaire parce que j'ai entendu maintes et maintes choses sur ce moteur, mais je n'ai pas mon mot à dire. Et donc je voulais savoir si, en récupérant cette voiture... Alors c'est pas pour lui, c'est pas pour lui la voiture. Non, c'est pour ma fille. D'accord. Alors dites à votre beau-père qui nous appelle. Voilà, votre beau-père achète pour votre fille une Clio 1,2 litre TCE qui paraît être une super affaire parce que 37 000 km pour un modèle de 2013, on se dit super. Et si vous vous interposez, c'est pour ça que je disais, vous risquez le divorce, c'est ça? Tout à fait. Est-ce qu'il va pouvoir réécouter le replay de l'émission là, parce qu'on va dire les choses comme ça, vous lui faites réécouter le replay sur Sud Radio ou YouTube. Christophe, comme malheureusement, je vais vous dire que c'est une mauvaise idée d'acheter cette voiture, profitez de l'antenne pour chercher une nouvelle compagne, peut-être. Pas bête. Moi, j'aurais pensé plutôt une nouvelle voiture. Non, alors, je vous explique. Vous êtes terrible. Les casses de ce moteur interviennent entre 30 000 et 70 000 km. Donc, la vôtre, elle vient juste de rentrer dedans. Ce qui est très dangereux avec ce moteur, c'est les petits trajets à basse vitesse. Ce qui me laisse penser que cette voiture-là, 2013, avec seulement 37 000 km, elle a fait que des petits trajets. Donc, elle est juste dans la zone rouge. Qu'est-ce qui provoque la panne de ce moteur, qui n'est pas systématique mais pas loin, c'est ce qu'on appelle la fusion d'une soupape d'échappement. Pourquoi? C'est un moteur à injection directe. C'est les premiers moteurs à injection directe. Les constructeurs ne maîtrisaient pas forcément tout très bien. C'est un moteur qui a eu des problèmes de consommation d'huile également. Il y a ce qu'on appelle de la calamine qui se mettait sur les soupapes d'admission. Et cette calamine, quand elle se décroche, elle bloque les soupapes d'échappement. Ça détruit la soupape d'échappement, c'est ce qu'on appelle la fusion de la soupape d'échappement. Et quand la fusion se produit, eh bien c'est la mort dans des souffrances atroces de ce moteur 1,2 litre TCE. Voilà. Donc, le vôtre pour l'instant n'a pas été touché par ça, mais il est fort probable, parce que je dis c'est les petits trajets à basse vitesse qui créent le mal, mais en général la mort du moteur se produit sur l'autoroute à 130 km/h. Donc ce qui risque de se passer, c'est que votre fille va va avoir cette voiture en cadeau, elle a de la chance au demeurant, et son premier grand trajet sur autoroute, allez, je vais dire, elle a une chance sur deux de prendre le moteur dans le museau, donc c'est un petit peu dommage quand même.
Voilà. Donc c'est une fausse bonne occasion. Ah non, mais à ce point-là, moi je pense qu'il faut vraiment que ce moment de l'émission, vous le fassiez réécouter à votre beau-père. Vous avez l'expert qui est Jean-Luc Moreau sur Sud Radio et On parle vrai sur Sud Radio. Donc il faut absolument que votre beau-père change d'avis. J'avais entendu dire qu'il y avait possibilité de faire une mise à jour électronique. Non, alors il y avait une mise à jour qui permettait de diminuer la consommation d'huile sur le moteur, mais ça règle pas le problème de la calamine sur les soupapes et qui va se décrocher à un moment ou un autre quand vous roulerez vite sur l'autoroute et qui provoquera la mort du moteur. C'est vraiment... D'ailleurs, Renault reconnaît implicitement que ce moteur a été mal né. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Mercedes a partagé le moteur avec Renault, les ingénieurs de Mercedes ont mis le nez dedans et ont dit mais c'est pas possible. Bon. On peut pas avoir fait une sombre pareil. Ouais, non, c'est clair. Bon, Christophe, donc malheureusement, à éviter d'urgence. Ouais, on va devoir vous laisser parce que vous savez qu'on a un timing à respecter en radio. Mais vraiment, faut le dissuader. Vous allez sur le site de Sud Radio, vous reprenez le podcast, le replay de l'émission d'aujourd'hui, ou sur la page YouTube et vous lui faites écouter ce moment-là. Faites écouter à votre femme aussi. 12h22, à votre dame aussi. Non mais sérieux, vous allez éviter des galères à votre enfant et puis des galères de dépenser de l'argent pour rien et de tout perdre. On vous embrasse, Christophe. Très bien, merci. Bonne journée. Au revoir. Allez, par contre, lui, on sait qu'il n'est pas en galère. Au contraire, il est en plein bonheur. C'est l'ami François A, que vous connaissez bien de Paris. On va aller le rejoindre au Coupe Auto Légende à Montlhéry, accompagné aussi de Xavier Bonny, qui est directeur événementiel de ces éditions, qui organise les Coupes Auto Légende à Montlhéry. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. On vous retrouve évidemment pour parler Classic Car, direction de Montlhéry. On avait un petit peu du mal à voir nos amis à Montlhéry. C'est le temps d'arriver. On va parler effectivement de cet grand événement qui se passe à Montlhéry, les Coupes Auto Légendes de Montlhéry. Bonjour François Alain. Bonjour les amis, comment ça va? Écoutez, ça va bien. Ça va. Bon, ça va bien. Je suis à Montlhéry avec Xavier Bonny, qui est un des co-organisateurs de l'événement. Super. Xavier est à côté de moi, donc on fera tandem. Passez-le nous pour commencer, tiens, monsieur François. Qui nous explique un peu ce que c'est que les Coupes Auto Légendes. Bonjour Xavier. Les Coupes Auto Légendes, c'est organisé donc par le groupe La Vie de l'Auto, qui regroupe pas mal de titres spécialisés de la presse auto, moto ancienne, dont des titres évocateurs comme Rétroviseur, Auto Rétro, La Vie de l'Auto, La Vie de la moto, moto, etc. Bref. Donc c'est un groupe qui est vraiment très spécialisé depuis très 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 longtemps, auquel moi j'ai eu la chance de collaborer dans mes jeunes années. Donc c'était à l'époque de Toutankhamon, voilà. Et donc ils organisent, il est sympa. Ils organisent donc ce grand festival qui a lieu tout le week-end à Montlhéry. Et donc il y a plein de plateaux différents. On peut tourner sur la piste. Il y a évidemment, comme d'habitude, des tas d'animations. C'est vraiment c'est un moment très très sympa. Chouette. François, est-ce que vous pouvez nous passer Xavier pour que on parle un peu de l'origine de tout ça? Bien évidemment. Merci beaucoup François. On prend juste après. Vous connaissez vous l'ami Jean-Luc? De quoi? Mais non, parce qu'en fait c'est tout nouveau que LVA organise ça. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Alors LVA. Historiquement, c'est vrai que dans la voiture ancienne, vous êtes légitime, mais il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés par le groupe. Les éditions LVA, pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas. Oui, les éditions LVA, exactement. Ouais, c'est vrai. Les éditions LVA, en ce moment, on organise les Coupes Moto Légendes à Dijon, on organise le Salon Moto Légende à Villepinte pour cette année, on a organisé Automédon. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire sur l'auto, mais sur toute l'auto. On voulait pas de thème. Et on s'est dit, on voudrait une manifestation qui nous ressemble, en fait, aux éditions LVA. Et on voulait une manifestation, justement, avec des ancêtres, avec de l'après-guerre, avec des sportives, avec des Porsche, des Ferrari, avec des Youngtimers, un peu de tout, quoi. Des Youngtimers, mais vraiment de tout, hein, de la 2 chevaux à la Maserati des années 90. On veut vraiment réunir toutes les familles de passionnés d'automobile, pour une grande fête populaire autour de la voiture. Alors il y a 2 particularités là sur les Coupes Auto Légendes. Alors on peut venir en simple spectateur ou avec une voiture de collection ou pas, vous allez nous expliquer ce que ça change, mais on peut venir aussi avec sa voiture de collection, sa voiture ancienne ou son Youngtimer, et rouler parce qu'il y a des plateaux d'organisés pour rouler sur le circuit. Oh, c'est génial. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on a des roulages. Donc on a 6 plateaux, on a plus de 200 voitures dans le week-end qui vont rouler.
Donc c'est des séries à peu près d'une trentaine, 30-35 véhicules. Donc ça c'est une partie. Donc on les a regroupés par puissance, par année, par type de véhicule. Pour qu'on ait des plateaux cohérents, mais en même temps, on voulait à l'intérieur de ces plateaux, on voulait de la diversité. Ouais, ça se comprend. Est-ce qu'on peut venir, Xavier Bonnier, avec son animateur de collection, Jean-Luc M de Paris? Voilà, il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas forcément un parking dédié à l'animateur de collection. En revanche, on a un parking dédié aux voitures de collection. C'est-à-dire que les propriétaires qui ont des voitures anciennes peuvent venir et se garer en fait au milieu de la manifestation. Il y a un parking qui leur est réservé. Et c'est gratuit quand on vient avec une voiture ancienne. Ouais. Alors le parking pour eux est gratuit, bien sûr. Le parking est gratuit. Bon, l'entrée est payante, mais le parking est gratuit, tout à fait. L'entrée est à combien? Sa voiture, 15 €. Voilà, et c'était 15 € et 17 € aujourd'hui. Et on fait un tarif aussi pour le week-end. Parce qu'on veut que ça soit aussi familial, c'est-à-dire que... vous avez de la chance parce qu'en plus, on annonçait de la pluie et finalement, il n'y aura pas de pluie. Donc il va faire beau. Il va faire frais, mais c'est très bien pour les voitures anciennes. Et pour ceux qui ne connaissent pas Montlhéry, on est dans le sud de l'Essonne, enfin on est dans le sud de l'Île-de-France où on écoute Sud Radio sur le 99.9. Voilà, alors tout à l'heure on a parlé d'Ancêtre, donc ça tombe bien, vous allez nous repasser François Alain. Hein, je repasse François Alain tout de suite. Est-ce que vous êtes sur haut-parleur? Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup monsieur Xavier. François, est-ce que vous êtes sur haut-parleur, s'il vous plaît, avec votre téléphone? Alors, est-ce que vous pouvez le couper et vous remettre en téléphone normal? C'est-à-dire vous enlevez le haut-parleur. Mais non, il n'y est pas là. Super. Il est pas. Il y avait comme un drôle de... Bon, alors, Monsieur François Alain, Maître François Alain, vous êtes sur place pour quelle raison? Vous êtes venu faire quoi à ces copoteaux les gens? L'animateur de collection aussi. Je suis venu parrainer des plateaux parce qu'en fait, ils ont mis quelques parrains de plateaux. Donc c'est Igor Bietri, qui lui aussi d'ailleurs a commencé comme moi à la vie de l'auto il y a 35 ans, qui est au micro. Il y a Thierry Dubois, le célèbre dessinateur, qui est là aussi, évidemment, qui parraine aussi lui le plateau National 7, qui est assez logique. Et puis voilà, moi je parraine le plateau les grandes classiques et voilà, donc c'est tout ce joli petit monde est en bonne entente, en bonne concertation. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on a de la chance parce que le temps, très honnêtement, le temps ne devait pas être terrible et pour l'instant c'est plutôt pas mal du tout. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que les manifestations en plein air, c'est l'éternel problème évidemment quand on se retrouve avec un mauvais temps, ça fout tout un peu perdre. Là on a vraiment de la chance, donc ça se passe plutôt très bien. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est que c'est à nouveau une manifestation populaire. Il y a du monde d'ailleurs. Il y a pas mal de monde, c'est franchement pas mal. Moi qui ai la chance de bien connaître Montlhéry, c'est quand même un endroit sur lequel les manifestations, quand elles sont désertiques, ça se voit tout de suite. Et objectivement, là on est plutôt pas mal du tout. Je pense que demain dimanche, il y aura encore plus de monde. Et objectivement, on est vraiment bien. Il y a plein de stands, il y a plein d'animations. On peut acheter plein de choses. Il y a des miniatures, il y a des objets, il y a des pièces détachées, il y a plein de trucs. Et puis surtout, les food trucks à l'heure du déjeuner, c'est devenu la grande mode depuis quelques années. Donc ça, c'est sympa. Et puis on voit que c'est le déjeuner qui vous intéresse en premier lieu. Est-ce que vous qui êtes un... J'ai hâte de raccrocher, bien sûr. on va bientôt le faire d'ailleurs. Vous qui êtes un grand collectionneur, François, ce que les gens ne savent pas forcément, vous êtes venu avec une de vos voitures, vous roulez ou pas? Alors je suis venu avec la petite 204 Peugeot que j'ai utilisée 2 fois pour le Tour Auto. Et ce qui est très sympa, c'est que cette voiture, donc, qui en plus a un historique, c'est un exemplaire qui a été vice-champion de France des rallyes régionaux en 76 et 77, entre les mains de Dominique Restellini, qui est un pilote de rallye assez connu en France. Et Dominique, en plus, est là, lui aussi, avec sa femme. Avec une 504 coupée. Et donc, on est sur le même plateau. Donc, ce qui est quand même vous roulez, alors. C'est-à-dire que, voilà, on roule tous ensemble. Et que donc, je roule à côté de Dominique à bord de son ancienne voiture. Donc, il est très content qu'on soit là aussi, évidemment, et qu'on fasse rouler cette voiture avec laquelle il a été vice-champion de France des rallyes régionaux il y a 40 ans. Et voilà, donc c'est très très sympa. Donc très ceux qui veulent faire la course avec vous, ils se pointent à Montlhéry et puis demain, on fera un départ typlement. Les coupes auto. Demain, j'aurai une deuxième voiture. Voilà, alors, les coupes auto légende à Montlhéry, donc c'est ce week-end. Juste, je vous confirme que vous aurez un temps sec avec des températures à 14 degrés aujourd'hui et demain, mais un temps sec. Donc ça, c'est génial. On vous embrasse. On vous embrasse tous. On vous embrasse et on vous dit merci François, merci Xavier. À dimanche soir, parce qu'il y a quand même plein d'événements dans le week-end, dont le match de rugby France demain soir 21h. Donc on va le suivre aussi sur Sud Radio. Évidemment. On vous embrasse. Allez, une pause et puis on va parler du malus
malus 2024. Est-ce que ce fameux malus 2024 va tuer le marché des pick-up? On en saura plus dans moins de 3 minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous êtes à l'écoute de Sud Radio, évidemment, pour On parle auto. Et on va parler vrai, parce que là, le sujet qui arrive, même si moi, j'ai pas prévu d'acheter un pick-up demain, me met dans une colère absolument rouge. On va parler du malus 2024. Va-t-il tuer le marché des pick-up? Et c'est un sujet que vous avez voulu, Jean-Luc, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Hervé Vallée, bonjour. Bonjour. Dirigeant d'American Car City. Qui vend essentiellement des pick-up. Vous en vendez combien chaque année, Hervé? Entre 300 et 400 pick-up par an. D'accord. Bon, alors là, je vais résumer rapidement le projet. Pour l'instant, c'est un projet. Ça veut dire que ça doit encore être voté. Mais malheureusement, on sait que les projets, quand c'est pour nous taxer, ils aboutissent souvent. Prévoit jusqu'à présent. Vous me dites, Hervé, si je me trompe. Jusqu'à présent, les pick-up 4 places étaient considérés comme des utilitaires. Donc, il n'y avait pas ni de TVS pour les entreprises, ni de malus lorsqu'on l'achetait neuf pour les particuliers. Désormais, ce que veut faire la loi, c'est dire, ça sera plus 4 places, ça sera 3 places. Ça veut dire que les pick-up double cabine ne seront plus considérés comme des utilitaires. Il y aura que les simples cabines ou ce qu'on appelle l'extra cab, c'est-à-dire avec une banquette toute fine derrière. Donc, les pick-up qui étaient vendus jusqu'à présent comme des utilitaires vont être soumis au malus. Et là, ça sera plein pot, il passe à 60 000 € au 1er janvier, et jusqu'à présent, quand on avait une voiture, je prends un exemple ridicule qui n'existe pas, à 10 000 € et qu'on devait payer, c'était 50 000 € de malus, on ne payait que 50% du prix du véhicule. Donc 5 000 là. C'était plafonné. Là, il n'y aura plus de plafond, donc même si vous avez un véhicule à 10 000 € mais qui dépasse les émissions de CO2 pour le maxi malus, vous paierez 60 000 €. À ça s'ajoute le malus au poids. Bah oui. Voilà, le malus au poids qui commencera à 1600 kilos. Double peine. Voilà, Bam. à 1600 kilos et qui s'ajoutera au malus écologique. Moi, j'ai fait un petit calcul. On est d'accord, Hervé, un pick-up, c'est entre 2,2 tonnes et 2,5 tonnes, c'est ça à peu près? À peu près, tout à fait. Voilà. Donc, sur un pick-up de 2,2 tonnes, on aura 10 955 € de malus au poids, plus 60 000 € de malus écologique. Ça veut dire que le marché... il est mort. Vous dans les pick-up que vous vendez, Hervé, ils vont tous être concernés par ça, si ça passe? Ils vont être tous concernés par ça. Donc les miens et tous les pick-up européens, que ce soit Toyota, Nissan ou autre. Donc tous les chefs d'entreprise qui ont besoin de ces véhicules pour travailler, aujourd'hui, ils ne pourront pas travailler. Et donc les entreprises étrangères portugaises, espagnoles, italiennes qui viendront travailler sur nos sols avec des pick-up où ils ne payent pas de taxes, puisque c'est franco-français. Mais c'est la mort des artisans, des commerçants. Il y a quand vous allez sur un chantier avec 4 salariés, il faudra prendre 2 véhicules. C'est très écologique, c'est très économique, ça n'a aucun sens. Mais en fait, on n'est pas contre spécialement qu'il y a un malus un peu environnemental, c'est que jusque-là, c'est complètement excessif, quoi. Ah oui, c'est démentiel, parce qu'on ne tient pas compte de la capacité du véhicule, justement, à transporter des charges. À aucun moment, c'est pris en compte. Quand vous achetez un véhicule 7 places pour transporter votre famille, il y a un dégrèvement qui est lié au nombre de places. Et là, il n'y a pas de dégrèvement en plus. C'est complètement fou. Mais en plus, ce qui est pas logique, parce que on est tous pour l'écologie, j'ai aucun souci. Mais dans la transition, là, c'est brutal. On parle du 1er janvier, donc il n'y a pas de transition. Donc en fait, les gens qui ont des pick-up, qui les ont achetés il y a 1 an, il y a 2 ans, vont être assujettis à une TVS. Donc ils vont être obligés de les transformer en 3 places. Je sais pas ce qu'ils ont acheté. Mais franchement, c'est. Est-ce que Hervé, justement, on peut ces pick-up aujourd'hui, parce que avant ils étaient 5 places, quand la réglementation a changé pour dire ça sera 4 places, ils ont été modifiés pour être en 4 places. Est-ce qu'on peut imaginer les modifier pour avoir juste un siège derrière et donc être en 3 places seulement? Bien sûr. Donc on peut être en 3 places, mais donc les gens qui ont besoin de transporter des clients ou des salariés, ils prendront 2 véhicules. Alors moi j'ai une autre question à poser. Ah oui, alors, si vous permettez, 99% des véhicules que nous on vend, ils sont à l'éthanol ou au GPL, donc des carburants propres. On parle d'écologie. Donc nous, c'est des véhicules qui utilisent des carburants non fossiles et donc qui sont détaxés.
Pourquoi on taxe ces véhicules-là? Enfin, ça n'a pas de sens. Qu'on taxe des pick-up polluants, j'ai aucun problème. Mais quand ils sont équipés de carburant non polluants, parce que j'imagine qu'ils partent du principe que quoi qu'il en soit, comme le véhicule est très lourd, il va consommer plus, même si c'est un carburant non polluant. On a une réaction de Stéphane sur notre troisième co-animateur sur la page Facebook de Sud Radio avec nous. Et après, je vais continuer sa réflexion avec la mienne. Stéphane dit, pour les gros pick-up, les constructeurs payent-ils le malus car les vendeurs pourront vendre des pick-up comme occasion récente, donc sans malus? Est-ce que ça permet de contourner le problème? Et est-ce que si on contourne le problème différemment, c'est-à-dire que j'ai loué la fameuse Audi dont j'ai pas du tout aimé là, le week-end dernier pour aller travailler, elle était immatriculée italienne. Vous voyez où je vais en venir? Si je vais acheter mon pick-up en Italie, que je laisse la carte grise en Italie, machin, et que je m'en sers en France, j'ai pas le malus. Non, mais si vous circulez plus de 6 mois en France, vous devez changer l'immatriculation obligatoirement. Donc, mais ça, qui le fait vraiment? Tu le fais que si tu te fais choper par les flics, si tu te fais arrêter. Non, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des sociétés de location à l'étranger qui vont louer aux entreprises françaises ou aux particuliers français qui veulent rouler des pick-up, qui vont leur louer des pick-up. Donc c'est la mort d'American Car City qui pourra plus vendre les siens. Hervé. Oui, mais au-delà de ça, enfin moi je suis personne, je suis un garage, mais tous les garages qui vendent des véhicules, ils se vendent 20 000 pick-up par an. Parce qu'il y a une demande. Alors je comprends les véhicules lourds, mais à ce moment-là, les camping-cars, il faut tous les taxer, les poids lourds, il faut tous les taxer. Donc on transporte plus de matériel, on tracte plus, on travaille plus. Mais à un moment donné, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Alors encore une fois, je suis pour la taxe, je paye beaucoup d'impôts, j'ai aucun souci pour payer des taxes. Mais la taxe, pour qu'elle soit payée, il faut qu'elle soit normal. Trop de taxes, tu la taxe. Les gens vont partir à l'étranger, vont monter des sociétés à l'étranger, vont faire que de la magouille. Mais oui. On m'en parle déjà. Donc il va rien rentrer. Donc à un moment donné, je comprends pas ces calculs qui sont débiles. Je comprends pas. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut être amendé ou que ça peut changer d'ici la fin de l'année? Vous avez des informations sur ça? Alors on a déposé donc pas moins, puisque encore une fois je suis qu'un garage, donc les gens qui fabriquent des pick-up européens ont déposé des amendements à travers le Mobiliance, pour pas les citer, qui est le syndicat de l'automobile. Donc on a déposé plusieurs amendements sur les pick-up, notamment que les pick-up propres soient pas taxés, puisque c'est des véhicules utilitaires pour travailler, notamment pour certains corps de métier, comme c'est déjà le cas pour les remontées mécaniques, pour les gens qui en ont vraiment besoin. On a demandé aussi que ça soit après le 1er janvier 2024, que ce qui est déjà là, qu'on laisse les gens travailler. Mais donc les amendements, ils ont été déposés les derniers il y a 2 jours. Ça sera discuté, mais on est suspendu à leur bon bourg. Oui. Est-ce que le marché peut pas s'orienter différemment? Ça existe, les pick-up hybrides rechargeables, électriques. On a vu qu'il y a Tesla qui proposera un pick-up électrique, mais est-ce que la transition peut pas se faire comme dans le reste de l'automobile, avec l'électrification progressive des pick-up? Parce que l'hybride rechargeable permettrait d'éviter justement à la fois la TVS et le malus écologique. Bien sûr, donc c'est en cours. Il y a déjà des pick-up électriques qui existent. Aujourd'hui, ils ont un problème de poids, un peu comme le Tesla, qui fait 3,4 tonnes à vide, donc qui va poser un problème. Donc ils parlent de pas tenir compte d'un certain pourcentage du poids des batteries. Donc nous, on a 3 pick-up électriques qui existent, qui ne peuvent pas être homologués aujourd'hui, mais qui le seront demain. C'est pour ça, transition. Faut juste nous laisser le temps. Le temps, voilà. De faire une transition. Non, bien sûr que les pick-up électriques, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, Xavier, nous on voulait vous donner la parole sur ce sujet qui moi me met en colère. Hein. Hervé, pardon, n'importe quoi. Hervé Vallet, dirigeant d'American Car City. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Hervé, bon courage. Merci. Et on parle vrai, on dit tout sur Sud Radio. Allez, tout de suite, on accueille Bertrand. Allô? Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et on a entendu Bertrand derrière. Bonjour Bertrand. Allô, bonjour. Bonjour madame, bonjour Jean-Luc. Bonjour madame Laurence. Bonjour dame Laurence, pas madame. On vous donne la parole tout de suite Bertrand, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes. Et on vous écoute. D'accord. J'ai une amie, une grande amie ou une amie grande, qui mesure 1m70 et qui a besoin qui ne peut pas faire 500 km d'affilée dans une voiture, même avec une pause d'un quart d'heure, 20 minutes.
elle a besoin de s'allonger dans son véhicule pendant une demi-heure minimum pour soulager son dos. Ah. D'accord, oui. Et donc elle cherche un véhicule, elle a peu de moyens, 15-20 000 euros, elle cherche un véhicule éventuellement neuf si possible, éventuellement d'occasion, qui lui permettrait de s'allonger, de mettre un matelas à l'arrière de sa voiture pour se faire. Ah. D'accord. Bon, il y avait une solution qui était toute trouvée, mais malheureusement, ça ne sera pas dans le budget. Vous savez que Dacia a sorti une version du Jogger avec un lit derrière. En fait, ça s'appelle le pack slip. C'est pas le slip qu'on enfile le matin. Ouais. C'est un. Ouais, en fait, c'est un. Ouais, c'est exactement. Même si c'est pour s'allonger, oui. Ouais. Alors ça, bravo. Ça c'est très bien, mais par contre, si elle veut une version boîte automatique, c'est obligatoirement le modèle hybride. Et là, on dépasse le budget. Hein. Sinon. Alors en occasion, on en trouve beaucoup. Et quand on bascule les sièges derrière, on a un couchage entre guillemets, mais il faut rajouter un matelas de 1,80 m. C'est un Peugeot 3008. Un Peugeot 3008 en occasion, ça se trouve à des budgets entre 15 et 20 000 euros, avec des kilométrages quand même qui vont être assez importants, avec 2 motorisations possibles. Je sais pas quel type de trajet est fait. Vous avez soit le 1,2 litre PureTech en boîte automatique, soit le 1,5 litre Blue HD en boîte automatique. Alors, en fonction de l'année, du modèle, ça sera 6 ou 8 rapports, mais les deux sont bien, et là derrière c'est suffisamment grand. Sinon, autre choix, une Renault Mégane Estate, pareil, c'est un break, hein, parce que pour avoir au moins 1,70 m derrière de couchage, il faut un véhicule qui soit assez long quand même, hein. Oui, voilà, donc moi mon choix irait sur le 3008. Bon. En plus elle aura, là il y a une offre qui est pléthorique, et peu importe l'endroit où elle habite en France, elle en trouvera. Et je vous dis, si elle rabat derrière les sièges, elle aura 1,80 m de couchage. Ah, c'est bien. Voilà. Super. Et en plus, c'est assez large, donc si vous voulez dormir à plusieurs, il y a de la place. Voilà, Bertrand. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Bon, mais en tout cas, on vous a apporté la réponse. On vous embrasse. Merci Bertrand. Bonne journée. Bertrand. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Je comprends ce qu'il dit, parce que moi, à une époque de ma vie, je faisais des animations un peu partout en France, et c'est vrai qu'il y avait des fois, j'avais besoin de me poser entre 2 animations, ou même à l'heure du déjeuner, c'était compliqué. Assise dans la voiture, on se repose pas très bien, mais bon. L'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Pour l'anniversaire la semaine prochaine. Ouais. L'anniversaire des 20 ans des radars automatiques. Mais oui, on est contents. Quant à nous, évidemment, sur Sud Radio, on continue de vous accompagner. Vous avez rendez-vous juste après le journal de 13h avec une de mes émissions phares et favorites, passionnantes et passionnées, Invino, avec Alain Marty, évidemment. Vous avez rendez-vous après avec Destin de femme de Judith Belair, pardon. On a aussi les coups de cœur des libraires de Valérie Expert, et puis surtout le numérique de Valença Pérez et le rugby. Le rugby, dans les yeux d'Émilie. Moi, je suis fan, de toute façon, donc tout me va bien. C'est Sud Radio Rugby à partir de 15h jusqu'à 23h avec les premiers matchs des quarts de finale cet après-midi. Éclatez-vous, écoutez Sud Radio, vous allez adorer. Pourquoi vous rigolez, l'ami Jean-Luc? Ah, le rugby. Dans les yeux d'Émilie, on n'a pas la chanson de Jodassin, là? Oh là là, il va falloir qu'on la mette maintenant. On vous embrasse, on vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci à Bastien d'avoir réalisé cette émission, à Jordan d'avoir répondu au téléphone. Et puis nous on se dit à samedi prochain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons